Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Océan de Coach. Je suis Frédéric Ranganayagi, coach professionnel, et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Bric-à-brac d'idées, nous avons un invité. Sans plus tarder, allons l'accueillir. Et bien sûr, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous avez passé une bonne journée et c'est parti pour notre échange. Bonjour Hervé, nous sommes en live, je vous souhaite la bienvenue dans Bric-à-brac d'idées. Heu, voilà. Bonjour Hervé. Je Voilà. voilà, j'avais oublié de réactiver le son de votre côté. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce bric-à-brac d'idées. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors je vais faire, simple et plutôt orienté vers l'avenir. Mmh. Hem, Actuellement, j'achève une formation de médiateur professionnel à l'école, de la médiation de Bordeaux et ce qui va devenir une activité, pour moi, et je vais aussi lancer, un espace de co-développement. Mmh. Ce qu'en langage branché, on appelle un mastermind, mais je préfère parler de co-développement parce que, voilà, au moins on comprend de quoi il s'agit. OK. Voilà, ça c'est, ce qui m'attend demain. D'accord, enchanté. Du coup, ce que je comprends bien, c'est que, finalement, c'est quoi, enfin, moi, je me présente, on se connaît pas forcément, on est en relation sur LinkedIn et moi, c'est Frédéric Ranganayagi, je suis coach professionnel, c'est mon activité principale aujourd'hui et moi, mon objectif à moi, c'est d'amener les gens et à transmettre le savoir réfléchir. C'est le but de tout mon accompagnement. Tout ce que moi je fais, c'est pour permettre aux gens de s'émanciper et de coopérer. Voilà les 2 pôles, mes 2 filtres. Voilà. Et Alors je crois que du coup on va se retrouver, sur nos fondamentaux, puisque bien sûr, dans le co-développement, l'idée c'est de grandir ensemble, de permettre à des gens de grandir ensemble, et la médiation professionnelle, son objectif principal, c'est de rendre aux gens leur liberté de décision et leur liberté d'interaction. Donc, mmh, vous voyez qu'on est très proche en termes d'objectifs, on va dire? fondament. Ouais. Et moi, on va discuter de ça parce que ça m'intéresse. Moi, je crois beaucoup en 2 outils qui sont pour moi les 2 plus puissants que je connaisse. C'est la lecture et l'écriture. Heu et moi, je pense sincèrement que juste avec ça, on peut vraiment permettre cette émancipation, cette coopération parce que ce sont des outils qui permettent de communiquer, qui permettent d'apprendre sur soi et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont vos outils pour vous? D'abord, qu'est-ce que vous en pensez de la lecture et l'écriture? Et 2, quels sont vos outils à vous, en tant que médiateur professionnel? Alors, sur la lecture et l'écriture, je ne vais pas vous donner tort, hein. Je crois que, moi, je suis un lecteur, peut-être pas compulsif, mais un lecteur, passionné. Mmh. Donc effectivement, pour moi, la lecture est un axe important. Je crois que l'écriture, ça demande un rapport, aux mots et à l'acte même d'écriture qui est pas forcément partagé par tous et toutes. Mmh. Donc il y a des gens qui sont très à l'aise avec l'écriture, d'autres beaucoup moins. Donc là, je dirais, moi, j'aime beaucoup écrire, je le fais très facilement, donc c'est facile pour moi de m'épanouir dans cet exercice-là, mais j'ai bien conscience que c'est pas forcément le cas pour tout le monde non plus. Mmh. Après, que vous dire? Ah oui, vous m'avez demandé sur Les outils à l'exercice vous. du médiateur professionnel. Ouais, ouais. Alors le médiateur professionnel, qui va intervenir quand il y a conflit, soit entre 2 personnes, soit éventuellement, quand il y a conflit en soi, hein, Mmh. c'est aussi une possibilité, va accompagner les personnes à travers, des processus qui sont très structurés et par lesquels, on va essayer de faire la part des choses entre, heu, une certaine émotionnalité qui parfois occulte, les choses ou propose du prêt-à-penser, Mmh. et la raison, hein. C'est vraiment l'idée, c'est d'amener, les gens à une démarche raisonnée, et à reprendre un peu de liberté sur eux-mêmes par rapport à cette démarche raisonnée. Donc, c'est entièrement, à l'oral, hein. Ce sont des échanges entièrement à l'oral, pour lesquels il y a pas de trop de place à l'écrit.
Mmh. Vous avez parlé d'un mot extrêmement important qui est le mot conflit. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition de qu'est-ce que c'est qu'un conflit? Parce que, heu, tout de suite, moi avant, je l'avoue, quand on me disait conflit, j'ai imaginé tout de suite une évocation mentale qui était la bagarre, qui était, la baston. Mais après avoir été éduqué, maintenant j'ai plus cette définition-là, j'ai plus cette image-là. Et vous, quelle est cette définition et quelle est l'image qu'il y a derrière? Alors le conflit, il y a différentes façons de se confronter entre individus, hein, Mmh. et tout n'est pas forcément conflictuel. C'est-à-dire un désaccord peut ne pas être, conflictuel. On Mmh. peut ne pas être d'accord, et quand même, rester en deçà du conflit. On considère, à l'école professionnelle de la médiation, on considère qu'il y a conflit quand il y a 3 composantes qui sont mobilisées. Une composante, qu'on va qualifier de juridique, qui n'est pas à entendre au sens, pointu du terme, qui est à partir du moment où on met en branle des notions de vrai f de juste faux, Mmh. des notions techniques, parce qu'un conflit, il a un objet, il a un sujet et une dimension émotionnelle. Mmh. Et si vous voulez, souvent dans la vie, alors soit dans la vie professionnelle, au travail, ou dans la vie privée, quand il y a par exemple un conflit dans un couple Mmh. et qui décide de se séparer et de faire appel à un juge, dans toutes ces situations, souvent, en fait, le juridique est traité en premier, il règle éventuellement une dimension technique, mais la dimension émotionnelle, on n'en parle jamais. Mmh. Et alors, pour ceux qui ont eu des expériences négatives, soit dans le cadre du travail, soit dans le cadre de leur vie privée, ils le savent bien. Par exemple, un juge qui prononce un divorce, il règle la question juridique, il règle en partie les questions techniques, mais pas tout. Et par contre, l'émotionnel, chacun des ex-répoux repart avec son émotionnel dans l'état dans lequel il était, quoi. Mmh. Nous, le parti pris en médiation professionnelle, c'est de prendre l'inverse, c'est de travailler d'abord sur l'émotionnel, en considérant, en faisant le pari, et ça c'est une option métaphysique forte, que une fois qu'on a réglé l'émotionnel, ben, les gens en fait sont des personnes adultes, raisonnables, et qu'elles peuvent régler les dimensions techniques toutes seules. Elles n'ont pas Mmh. besoin d'un tiers. Et éventuellement, en dernier lieu, s'il y a besoin pour une raison ou une autre d'inscrire les choses, on peut faire une approche juridique, mais c'est vraiment pas indispensable pour résoudre un conflit. Mmh. Et une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi avoir choisi de régler d'abord la partie émotionnelle? Pourquoi avoir pris ce parti-là? Quels sont les avantages que vous avez, en tant que professionnel de la médiation, avez décelés, pour dire: «Bah, il faut commencer par celui-là Mmh. avant d'attaquer les autres»? Alors, d'abord, c'est pas moi qui ai fondé la méthode, hein, qu'on soit bien Ouais. clair. Moi, je ne suis qu'élève. Oui. La méthode, on la doit à un homme qui s'appelle Jean-Louis Lascaux Mmh. et qui parlerait bien mieux de la genèse de cette méthode que moi. Euh, Vraiment, le parti pris, c'est d'aider les deux personnes en conflit à mettre de côté la dimension émotionnelle, à la régler de la façon la plus efficace possible, parce que le reste, elles peuvent le faire toutes seules. Vous voyez? C'est-à-dire? Euh, C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que si un couple est en conflit, et on a tous et toutes dans notre entourage bah, des couples qui se sont séparés avec plus ou moins de violence. Mmh. En fait, si on arrive à créer un espace où les gens peuvent se parler en laissant de côté un certain nombre de façons de faire qui ont trait à l'émotionnel, bah, si on arrive à créer cet espace dans la quasi-totalité des situations, les gens ils sont assez matures et assez grands pour régler les aspects techniques et éventuellement juridiques tout seuls. Mmh. Vous voyez? En fait, contrairement à une situation où on va demander à un juge ou un arbitre de rendre un avis, nous l'idée, l'ambition, c'est que les gens restent libres. Mmh. Parce que quand vous demandez à un juge de rendre un avis, bah, quand le juge rend son avis, il s'impose à vous. Mmh. Ça, il faut bien l'entendre, hein, Mmh. c'est-à-dire que tous les règlements de conflit où on passe par un tiers, on est dans une posture où on subit On finalement la s décision. Mmh. Et d'ailleurs, on croise souvent des gens, hein, que ce soit dans les conflits au travail ou dans des conflits privés, qui sont très surpris de la décision finale rendue par le juge ou par l'arbitre ou le conciliateur,
parce que, ils pensaient avoir toutes les cartes en main et Mmh. finalement, on ne leur donne pas raison. OK. Donc l'idée, c'est de prendre les choses à rebours, de créer un terrain, de créer un espace où les gens peuvent avoir cette rencontre, ce dialogue qu'ils n'imaginaient même pas possible, qu'ils n'imaginaient même plus possible, Mmh. pour pouvoir régler eux-mêmes leurs problèmes en liberté. Mmh. En fait, c'est intéressant parce que ça demanderait une certaine forme de confiance à l'autre. C'est-à-dire, que, comme point de départ, c'est on a déjà confiance en capacités de l'autre. Et c'est là où ça rejoint le parti pris finalement. Oui, alors, et en fait, on crée le travail du médiateur, c'est de créer les conditions de cette confiance. C'est-à-dire Mmh. que, si on a un conflit entre 2 personnes, on va d'abord rencontrer une des 2 personnes, ensuite on va rencontrer l'autre personne au cours d'entretiens individuels Mmh. où on crée les conditions de la confiance. Mmh. C'est Et intéressant ensuite parce que seulement, on met les 2 personnes et soi-même dans la même pièce et là, ça roule. mmh et actuellement, là, j'ai compris que vous êtes en formation. Est-ce que vous avez déjà pu un peu pratiquer, Alors oui, ouais? ouais, merci de cette question parce qu'effectivement, hem, c'est important de pouvoir, faire ses armes, hein, Mmh. même si c'est très, très intimidant la première fois. Heu, on se dit: «Mais comment Quoi ça va se faire? passer?» Au final, le processus qui a été élaboré est suffisamment puissant et structuré pour que ça se passe bien. Donc moi, oui, j'ai déjà eu l'occasion de pratiquer plusieurs fois, aussi bien pour, la médiation entre 2 parties Mmh. que pour, ce qu'on appelle la médiation introspective, heu, qui mobilise les mêmes outils, mais pour des conflits que les personnes ont en elles-mêmes. Mmh. Alors c'est pas de la thérapie, c'est pas du coaching, c'est, de l'aide qu'on propose à un moment donné, ponctuel, pour un passage. C'est-à-dire une décision à prendre, un changement imposé, un changement, choisi, mais pas forcément simple à vivre. On est là pour aider, à l'aide là aussi d'un processus structuré, sur une question donnée, sur un temps donné, on est là pour donner un coup de pouce. Voilà. Mmh. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'il faudrait enfin, ce que je trouve intéressant de discuter, c'est-à-dire que cette définition de coaching, moi, comme c'est mon métier, je me suis rendu compte de mon côté que chacun a sa définition du coaching et chaque définition a des bénéfices et des désavantages et et moi, dans comment vous le décrivez, de ce que vous apportez, je le vois déjà comme, un métier de la relation d'aide, heu et pour moi, ça rejoint aussi ce que je fais et je trouve que, comment dire? Ce que vous faites et ce que je fais, ça se rejoint, mais on le décrit avec des mots différents. Vous voyez ce que je veux dire? C Peut-être. c Alors les choses sur lesquelles, j'ai envie d'insister, c'est que, pour moi, le coach, ça s'inscrit dans la durée quand même mmh mh. et si moi je vais voir un coach, c'est pour qu'il m'accompagne, mais qu'il soit aussi en capacité de proposition. Mmh. Ce que le ce que le médiateur ne fait jamais. D'accord. Du coup, pour vous, le coach, c'est dans la durée, c'est-à-dire que, bah, finalement, même si c'est dans la durée, il y a un début, il y a une fin Ça, on est d'accord. et l'autre, c'est qu'il est en capacité de vous proposer des solutions, des alternatives à une problématique? C'est-à-dire qu'il vous Oui, porte des conseils, c'est ça que vous voulez dire? il peut éventuellement, mais Ouais. c surtout, le coach, je pense, mais vous allez me le dire, hein, il a un parti pris. Mmh. Un parti pris qui consiste à aider la personne. Il veut aider la personne. En fait, c'est une bonne question. Si vous me posez cette question, moi, j'ai une autre façon d'analyser, c'est ma vision à moi du coaching. Oui, bien sûr. C'est que pour moi, tout accompagnement, je me base sur les propos des sciences de l'éducation de Philippe Mérieux, qui est un pédagogue et lui, quand il a analysé la relation d'accompagnement, il a donné 3 pôles et à la question: «Est-ce que, moi, en tant que coach, mon coaching est orienté?»
à une finalité, où je veux aider ou autre? La réponse est oui, il y a une idéologie. Dans mon accompagnement à moi, il y a une idéologie et je crois que dans tous les accompagnements, en se basant sur le modèle de Philippe Mérieux, qui 3 pôles, c'est le pôle axiologique, c'est les valeurs, quel type de profil on veut créer, quel type, qu'est-ce qu'on veut projeter chez l'autre, qu'est-ce qu'on veut enseigner. Il y a ça et il y a les études, pôle épistémologique et après il y a la pratique, les outils. Quels outils on utilise et sur quelles études c'est basé et j'aime beaucoup ce modèle d'analyse parce que ça permet de comprendre que finalement, dans cette relation à l'autre, qu'on soit conscient ou pas, on transmet une idéologie dans ce qu'on fait de par notre interaction, posture, questions, mots. Et du coup, est-ce que ça répond à votre question? Est-ce que si moi je me dis, est-ce qu'il y a Non, mais vous avez raison de pointer que, on est avant tout sur des enjeux de définition. Mmh. C'est-à-dire que, si on prend par exemple, la sociologie du care, telle que définie par Joan Tronto, nous sommes tous les 2 dans l'optique du care. À notre façon, on tente de réparer le monde. Mmh. Là où vraiment, il y a une particularité, le triptyque, alors c'est peut-être ultra classique, hein, mais le triptyque d'intervention du médiateur professionnel, quelle que soit la situation, c'est l'indépendance, vis-à-vis des personnes, mais également vis-à-vis des courants de pensée, Mmh. l'impartialité, bien sûr, comme on s'y attend, on ne prend pas le parti d'une des personnes, mais de On la même reste façon, quand on est face à une personne toute seule en médiation introspective, on ne prend pas son parti à elle. mmh. Et la neutralité, c'est le détachement par rapport aux objectifs, aux finalités. Mmh. C'est-à-dire que même si la conclusion à laquelle deux personnes parviennent en médiation à deux, ou la conclusion à laquelle parvient une personne en médiation introspective, même si cette conclusion me heurte, ça ne me regarde pas. Je ne vais pas me positionner par rapport à cette conclusion. Elle appartient vraiment soit aux deux personnes, soit à la personne. Enfin, je dis deux, ça peut être trois ou quatre. Hein, c'est pas, les conflits, c'est parfois riche. Mmh. Euh, mais il y a vraiment cette posture en retrait de la finalité. Mmh. En Et une fait, quelque suspension part, du jugement. c'est le résultat, on parle du résultat finalement. C'est le Oui, résultat voulu par la personne en face. Vous avez une certaine, mise à distance et une certaine posture qui fait que vous n'allez pas prendre parti, vous n'allez pas orienter son voilà. choix ou, pour arriver à atteindre un résultat. C'est pas votre, Non, périmètre. Ouais, c non. OK. Nous, l'idée, c'est vraiment de. Et je dis pas que c'est simple, hein, Non, oui. parce qu'on on a tous des convictions. Oui. On a tous des convictions, on a tous une vision de ce que le monde tel qu'il devrait être. Enfin, ça, on l'a tous en partage. Mmh. On n'a pas forcément les mêmes, mais on en a tous. Et un gros travail dans la posture de médiateur, c'est de suspendre ça. Mmh. D'ailleurs, cela ne nous regarde pas. Vraiment, l'enjeu, l'ambition, c'est de rendre les personnes un peu plus libres. Et quel que soit le résultat de l'exercice de cette liberté, nous, on n'a pas à se positionner, on n'a pas à le commenter, enfin, on prend comme ça vient. Mmh. Et aujourd'hui, en termes d'outils, vous, dans votre formation, on vous transmet des outils. Heu, Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que j'imagine qu'avant de devenir médiateur professionnel, vous avez déjà vous-même, fait des recherches, vous avez vous-même des outils. Est-ce qu'il y a une différence entre ce que vous voyez aujourd'hui et ce que vous saviez déjà? Ou est-ce que votre point de vue a évolué? Alors c'est une formation c'est une formation assez lourde, hein. Moi je la fais en distanciel intégral, mais il y a, 120 heures de cours synchrone et à peu près 200 de cours asynchrone. Mmh. Donc on est sur quelque chose d'assez massif quand même, Robuste. hein, Mmh. et qui, hem, qui remue vraiment. Mmh. Alors c'est pas tant c'est une question d'outils et pas que. Pour vous donner un exemple très concret, nous on travaille, ce qu'on appelle pardon pour le jargon, hein, on travaille ce qu'on appelle l'haltérocentrage.
C'est-à-dire que, la personne qui est en face de nous, tout l'entretien est centré sur elle-même Mmh. et on s'efforce de disparaître d'une certaine façon, ce qui fait qu'il y a un tic de langage, qu'on doit apprendre à contrôler. C'est toutes les fois où quand on est en discussion classique avec quelqu'un, on va dire: «Ce que vous me dites, c'est ça». Or, le «me», c'est déjà me mettre dans, la réflexion. Or, c'est pas le sujet. Et donc, nous, on apprend en médiation professionnelle à entièrement altéro-centrer notre posture et à dire: «Ce que vous dites, c'est ça» et le moi disparaît. Vous voyez ce que je veux dire? Mmh. Oui. Alors ça, déjà en termes d'habitude de langage, c'est pas évident à prendre comme Mmh. outil Mmh. et derrière l'habitude de langage et la contrainte du langage, on se rend compte avec le temps et la pratique qu'on change de posture et on change de regard sur les autres et la relation qu'on a avec les autres. Mmh. Et on apprend vraiment et puis ça se passe, alors c'est pas magique, hein, mais ça vient par l'entraînement. On apprend véritablement à adopter une posture, vraiment particulière et nouvelle pour la plupart d'entre nous, qui apprenons la méthode, hein. Mmh. Ça veut dire quelque part, c'est un gros travail parce que vous devez vous façonner, c'est-à-dire, prendre des habitudes, apprendre des nouvelles choses pour pouvoir, for incarner cette posture de médiateur et comment on va reconnaître si vous êtes un médiateur? C'est dans votre langage, dans votre positionnement, dans comment vous renvoyez les phrases, c'est un peu ça ce que vous voulez dire? Absolument, OK. absolument. Il y a différents, alors on peut parler d'outils, hein, mais il y a différentes façons d'approcher, les sujets. Mmh. Qui vont chercher tellement au cœur de la relation qu'en fait ça nous oblige à un travail, vraiment important sur nous-mêmes Mmh. et moi je me souviens, hein, des premières, médiations que j'ai faites, je suis sorti de l'entretien individuel qui pourtant n'avait pas duré très, très longtemps, hein, ça avait duré 40 minutes et j'étais épuisé. Mmh. Épuisé de concentration et c'est pas parce que, ce que me racontait la personne était compliqué. Non, c'était pour tenir cette posture, pour tenir ce focus sur la personne, pour, gommer un certain nombre d'habitudes de langage. Donc c'est passionnant. Mmh. Vous imaginez bien que c'est passionnant. Et ça demande un effort cognitif extrêmement énergivore parce que vous apprenez quelque chose, vous êtes concentré à la fois sur ce que dit l'autre, sur ce que vous dites, sur ce qui se passe et du coup, bah, c'est un peu ça me fait penser clairement quand on passe le pas quand on passe, quand on apprend à conduire. Entre Oui, gérer gérer la boîte, gérer la route, regarder à droite, à gauche et en fait, vous êtes en train de créer vos automatismes quelque part. Je vois ça comme ça absolument. et ça, c'est extrêmement difficile, hein, faut le dire. Alors je vous remercie pour cette métaphore parce qu'elle est extrêmement parlante, oui. Mmh. Effectivement, on apprend à conduire en oubliant qu'on passe les vitesses, enfin ce que les conducteurs, confirmés font tous, sans difficulté quoi et sans plus y penser. Mmh. Et j'ai une question par rapport à ça, elle est peut-être un peu, personnelle. Est-ce que vous accepterez de répondre? Vous me direz. Mais quelle est la chose là, ça fait quelque temps que vous suivez la formation. Quelle est la Ouais. chose que vous avez appris depuis que vous suivez cette formation et que vous dites: «C'est vraiment, incroyable que j'ai appris ça» ou «J'ai pris conscience de ça»? Ah mais c'est vraiment sur le décentrement du regard, quoi. Ouais. C'est vraiment sur le décentrement du regard et encore une fois sur ce qu'on appelle l'haltérocentrage. C'est-à-dire on a comme je le disais, on a tous des habitudes de pensée, une certaine vision du monde Mmh. et apprendre à faire sans, en se focalisant uniquement sur la vision du monde de la personne qui est en face, c'est assez puissant, quoi, hein. Mmh. Et C'est assez puissant et je trouve qu'à force d'entraînement et à force de pratique, bah, ça se diffuse dans notre vie privée aussi mmh. et
pour dire les choses rapidement et avec un peu d'emphase, je crois que cette formation a fait de moi quelqu'un de meilleur. Oh, c'est puissant quand même de dire ça. Ouais, mais C'est fort. vraiment, j'ai Ouais. on a des formateurs qui sont au niveau, qui sont très présents, même en dehors des temps de formation et ça ouais, ça remue quoi, hein, ça interroge, ça fait travailler sur, sa façon de s'inscrire dans la relation aux autres, ouais. Mmh. C'est quand même un beau témoignage que vous faites, par rapport à à ces choses que vous avez appris, ça enfin, quand même dire que ça vous a rendu quelqu'un de meilleur, c'est que ça veut dire vraiment ça vous a apporté énormément déjà, juste, à ce que vous avez déjà vu là et il y a encore à voir et du coup déjà là, vous sentez une progression quoi, vous sentez une amélioration de qui vous êtes aujourd'hui. Ça c'est ceux qui vous écoutent, est-ce qu'ils par selon vous, est-ce que les autres aussi ont eu cet effet ou c'est vous, par rapport à ce que vous y aviez au départ, ça a permis cette émergence plus rapide, plus Alors, je vais pas parler pour mes camarades bien sûr, mais dans la promotion qui est la mienne, il me semble qu'on est plusieurs à pouvoir témoigner de, ouais, d'un changement, mais j'ai envie de dire comme toujours quand on acquiert une pratique, notamment une pratique relationnelle, au bout d'un moment ça infuse quoi, ça nous transforme, d'une façon ou d'une autre. Hem, j'ai pas d'autres exemples qui viennent en tête, mais oui, on a des automatismes de pensée, de positionnement qui se mettent en place et heu et voilà quoi. OK et Mais moi je crois quand que c'est largement ouais partagé, oui. et et moi quand je vous écoute, bah, je suis un peu nostalgique, en même temps un peu dépressif parce que quand moi je me suis formé au coaching, je n'ai pas du tout eu cette, on va dire ce regard que vous avez aujourd'hui, oui, ça m'a transformé. Ah, attendez, hop. Ah, excusez-moi, j'ai eu, un son qui est apparu dans mon casque. Je voulais dire, quand moi j'ai fait ma formation, j'étais pas du tout satisfait. J'étais même déçu, j'étais même dépressif, arrivé à avoir une dépression parce que je n'ai pas eu cette qualité que vous avez trouvée et perçue dans votre formation et c'est pour cette raison que moi, tout au début, je vous parlais de la définition du coaching parce que je me suis aperçu que comment on présente le coaching, ça ne me correspondait pas et je trouvais ça peut-être même un peu trop, généraliste. Il manquait de précision, de rigueur et de justesse et j'ai trouvé cette rigueur, cette justesse, cette précision, cette recherche de vérité dans les sciences de l'éducation, avec notamment quelqu'un qui a et là, je retrouve ce que vous dites et là, j'ai cette énergie où je dis: «Ah là, je suis satisfait, je suis content», avec Philippe Mérieux. Parce que je reconnais cette rigueur, et j'arrive à me dire: «Avec ça, c'est des excellents points d'appui sur lequel je peux m'appuyer pour construire quelque chose» et c'est comme ça que je suis arrivé à une définition du coaching qui est peut-être différent et moi, ben, pour vous donner, une nouvelle définition, enfin peut-être, je sais pas, je crois je n'ai jamais vu cette définition en tout cas, peut-être qu'elle existe, mais moi j'associe le coaching comme une démarche pédagogique et du coup ça c'est pour ça que quand vous me parlez de qu'est-ce que vous faites en tant que médiateur, je trouve que ça ressemble énormément parce qu'on a ce même regard qui est, peut-être pas sur les valeurs, peut-être pas sur les outils, mais sur la finalité, on se rejoint et après comment on le met en œuvre, ça va différer en fonction de l'accompagnateur, mais pour moi, on a cette même finalité qui est l'émancipation et c'est un mot, qui nous rejoint et qui unit, mais on ne le fait pas de la même manière, on s'y prend pas de la même façon, mais on vise cette même destination en arrière-plan. On va dire que c'est pas dit clairement, mais c'est en finalité, c'est-à-dire c'est en fil rouge, c'est une idéologie qu'on pousse, Mmh. que qu'on le un peu, qu'on le veut ou pas, mais on pense à ça, c'est-à-dire on vise ça quelque part dès et ça, c'est vous venez de dire ce que vous en pensez, mais ça signifie que l'autre, on travaille également quand on fait cette formation, que ce soit vous ou moi, on travaille notre regard sur l'autre et travailler sur l'autre, c'est travailler sur soi et c'est là où je vous rejoins. Quand on fait ce métier d'accompagnement de l'autre, c'est extrêmement difficile et c'est extrêmement éprouvant parce que on peut s'apercevoir de certaines choses sur nos zones, qu'on regardait pas et qui Bah, totalement, ouais. et 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 là, j'aimerais revenir sur quelque chose, bah, d'abord, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'ai dit,
pas mal de Non, choses. mais alors, je peux que vous suivre. Clairement, il y a une volonté euh, de. Alors, le mot anglais, c'est empowerment, mais l'idée, alors, il y a différentes traductions qui se battent pour en français, mais l'idée, oui, c'est que les gens aient plus de pouvoir dans leur vie, dans leur propre vie, quoi. Mmh. Euh, je pense que c'est l'ambition initiale. Euh, nous, dans le cadre de la médiation professionnelle, on travaille beaucoup, on fait la promotion de la qualité relationnelle, Mmh. en partant du constat que c'est quelque chose qu'on apprend nulle part. C'est-à-dire, on apprend nulle part positivement, je parle d'un apprentissage réel positif, on Mmh. apprend nulle part positivement à vivre avec les autres, à travailler avec les autres, à interagir avec les autres, dans un optique de qualité relationnelle. Mmh. Mmh. Donc nous, on vise cet apprentissage-là. Mmh. Et clairement, ben oui, je pense qu'on ne peut pas s'engager là-dedans sans que ça ait des effets, sans qu'il y ait des effets de feedback hein, sur nous. Il y a une transformation. Il peut y avoir aussi une transformation en creux, et vous en parlez très bien. C'est-à-dire que finalement, même devant une déception ou un manque, ben, la réaction suscitée par cette déception ou par ce manque amène vers d'autres choses. Enfin, Mmh. clairement, on ne peut jamais rester neutre, je crois, devant ce genre d'apprentissage. Mmh. Et moi, je vois ça comme une contrainte, c'est-à-dire une contrainte féconde. Et ça, c'est du croyant, c'est-à-dire je le crois et du coup, ça m'aide, moi, à donner un sens, à avancer, à me projeter vers l'avenir. Mais elle est aidante dans mon cas, moi, de se dire: «Bah, c'est une contrainte et qu'est-ce que j'en fais?» Soit, bah, je l'abandonne, je supprime, soit, bah, j'essaie de la transformer et de dire en prenant en compte et accepter. Si j'arrive pas à accepter, bah, peut-être qu'il faut que je vois quelqu'un pour m'aider, mais si j'arrive à accepter, faire preuve d'acceptation que, bah, ça existe, je peux rien faire, mais maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant que ça existe? Je l'accepte et comment j'arrive à développer des choses, des stratégies autour de ça? Et moi, je pense, bah, que ma formation a été une contrainte peut-être pas féconde, je dirais pas féconde, ce cas-là, parce que c'est moi qui a fait l'effort de, mais c'était une contrainte, et en faisant l'effort d'aller chercher des autres et c'est grâce aux autres que je me suis, sorti, on va dire, pou je j'ai pu découvrir des choses, bah, là, des ressources externes. Là, je parle à Philippe Mérieux, je parle à Mélanie qui est ma partenaire en business et en vie personnelle. Et vous, qui sont vos ressources qui vous aident, vous, à traverser votre formation, votre cursus? Quelles sont les ressources qui vous aident à avancer, à vous dépasser? Alors, c'est une excellente question. Alors déjà, moi, je tiens à témoigner. Alors, je suis vraiment hmm, triste Mmh mh. que vous n'ayez pas rencontré de satisfaction dans votre formation. Mmh. Parce que quand on sait ce que ça demande comme investissement personnel, une formation, c'est toujours triste d'entendre que c'était pas à la hauteur, quoi. Mmh. Moi, j'ai eu la chance, dans tout mon parcours, vraiment, dans tout mon parcours, de rencontrer des gens qui ont été des modèles, des inspirateurs, on dit ça comme on veut. Hein, Mmh. donc moi, je suis diplômé en philosophie. J'ai comment ça s'appelait? Une maîtrise en philosophie, puisque je suis un peu âgé déjà, donc à l'époque, c'était le découpage. Donc j'ai une maîtrise en philosophie, je suis diplômé en biostatistique par ailleurs, et j'ai un doctorat en sociologie. Mmh. Et dans toutes ces disciplines, dans tous ces parcours universitaires, donc moi je suis rentré à la fac en 92, j'en suis sorti en 2014. Mmh. Voilà. Et je n'ai jamais cessé pendant cette période. Et dans tout ce parcours universitaire, moi j'ai eu des gens qui vraiment m'ont porté, m'ont épaulé. Et là, dans le cadre de cette formation spécifique à la médiation professionnelle, ben, on a des formateurs qui sont, je le disais tout à l'heure, très présents, Mmh. qui sont inspirants, et entre nous aussi. Je veux dire, on est alors à distanciel, en distanciel, c'est toujours un peu plus compliqué, mais on a des liens par message. On a l'occasion de se voir une fois l'an lors du symposium annuel. Mais le partage de nos expériences, le partage de nos difficultés, enfin moi, mes camarades m'inspirent, ouais, Mmh. vraiment.
Mmh. Ça veut dire quelque part, moi ce que je vois, j'entends, c'est que, le cadre pédagogique favorise cette union entre les apprenants et également l'échange entre les pairs et aussi le formateur, quoi. C'est-à-dire ils sont Absolument. compétents pour créer un cadre qui amène une dynamique d'apprentissage, réussite Absolument, et vous avez et très, très bien résumé. La réalité, c'est que moi, j'ai déjà des formateurs qui sont par ailleurs des médiateurs professionnels en exercice, hein, mmh, qui m'ont rappelé, le soir à 19:00, 20:00, 21:00 parce que j'avais une question, un besoin sur une situation, donc dans l'accompagnement de la mise en pratique, vraiment. mmh, Dans la formation, on doit produire un rapport de fin de formation. mmh, Heu et un des impératifs de ce rapport, c'est qu'on les fait relire par un de nos camarades de promotion. mmh, Rien que ça, c'est pas grand-chose, mais déjà, ça crée quelque chose entre apprenants, quoi. mmh et puis ça oblige aussi à se questionner parce que ce qu'on va voir, souvent c'est ce qu'on sait et du coup, quelque part, il faudra se questionner si nous on a vu ça là, est-ce qu'on n'a pas fait ça ailleurs chez nous-mêmes? Ouais. Et vraiment, moi, je tiens à insister parce que je pense que c'est j'y croyais pas. Pour moi, c'est vraiment une excellente surprise. Ah. Mmh, La disponibilité de nos formateurs. mmh, La femme qui nous a spécifiquement formés à la médiation, à l'outil particulier de la médiation, introspective, mmh mh. ne vit pas sur le même fuseau horaire que nous. Oh. Au début, moi, j'étais vraiment, très intimidé à l'idée de me lancer dans ces médiations introspectives, parce qu'on a quand même des gens qui viennent avec une difficulté, voilà. Et elle m'a accompagné, elle a toujours été présente, malgré la différence de fuseau horaire, qui est quand même de 5 heures. Mmh. Heu, Elle a été présente, elle a été très très contenante et grâce à elle, j'ai pu me lancer en confiance dans mes premières médiations introspectives qui se sont toutes conclues par des réussites, vraiment. Mmh. Heu et heu et aujourd'hui, je me sens serein et elle m'a vraiment apporté cette sérénité-là, quoi. Mmh. Ça fait quand même plaisir d'entendre ça, hein. Vous savez, Ah moi ça ouais, fait du ouais. bien d'entendre quelqu'un qui est satisfait et qui le dit pourquoi il est satisfait et quand on vous entend, c'est un témoignage fort et précieux parce qu'on se dit: «Il y a des formations qui existent et qui ont une qualité, qui ont une éthique, qui ont un professionnalisme, une précision, de l'exigence». Parce que quand on vous entend, c'est que vous la formation a réussi à vous faire passer, que de quelqu'un qui appréhendait, cette médiation introspective, et vous avez réussi à le faire et en plus maintenant vous êtes content d'avoir fait et vous avez vu que vous êtes capable de le faire. Mais ça, c'est une bonne Absolument. formation. Pour moi, ça c'est faut Ouais, bah, applaudir, tu vois? je crois qu'on peut dire qu'effectivement, c'est une excellente formation, Ouais. heu, à ouais, à tout point de vue pour l'instant. Ouais, vraiment. En tout cas, ce que vous en avez perçu aujourd'hui, ça a une plus-value et vous êtes Ah oui. satisfait. Déjà ça c'est et déjà juste ça, moi, ça me fait du bien d'entendre ça, de me dire, et ça m'ouvre moi ma perception des formations, de me dire: «Non, pas toutes les formations sont comme ce que j'ai vécu, heureusement». Sinon ça fait plus de dégâts dans le monde que Ah oui, que du oui, bien. oui. Et j'aimerais beaucoup, parce qu'on, on a on avait 45 minutes ensemble, hem peut-être, est-ce que vous avez une phrase ou une citation que vous aimeriez partager avec moi et avec ceux qui vont écouter le live après, qui est en lien soit avec ce qu'on a discuté, soit avec, quelque chose que vous aimeriez diffuser comme idée? Ouh! Prenez Va votre va va temps. Vaste sujet, vaste sujet. Il y a il y a il y a plein de citations inspirantes, plein de mots Mmh. qui nous aident au quotidien, heu, je vais prendre le problème dans l'autre sens. Je pense qu'aujourd'hui, le mensonge le plus fréquent que j'entends, c'est vite et facile. C'est Mmh. la promesse de pouvoir soit faire, soit apprendre quelque chose rapidement et sans effort. Mmh. Hein, et je crois que c'est probablement ça aujourd'hui, un des pires mensonges, qu'on entend.
parce que c'est pas vrai. Enfin, je crois pas que ce soit vrai. Ça veut pas dire qu'il faut en chier, hein. Pardon pour l'expression, mais ça veut pas dire que, les apprentissages ou les réalisations doivent être douloureuses. Mmh. Mais entre quelque chose de douloureux et tout est simple, voilà, il y a quand même un écart important et il y a cette, expression latine que moi j'aime beaucoup et qui je crois, porte beaucoup de mes réflexions, qui est ad augusta per angusta. Vous pouvez répéter plus lentement comme ça j'entends? Ad augusta Ouais. per angusta, qu'on peut traduire par au triomphe ou à la victoire, mais par des chemins étroits. Oh! Quelque part, pour moi, ça reflète un peu, ce que vous avez dit juste avant. Ça reprend bien ce concept qui est, étroit pour moi, ça renvoie à effort, c'est à Oui, c'est ça, contrainte, à je le dis, je suis plutôt d'accord avec votre idée, c'est-à-dire, heu, il faut faire des efforts pour apprendre ou même pour, se développer ou même pour, ça nécessite de l'effort et là où je vois quelque chose de très intéressant qui est que ce soit de votre métier de médiateur ou moi de coach ou éducateur ou autre, c'est que on a des personnes qui sont capables de moduler l'effort de la et découper en plusieurs tâches pour atteindre un objectif d'apprentissage et ça c'est là où je trouve, il y a une plus-value entre quand on va voir quelqu'un, un professionnel, c'est qu'il arrive à prendre la personne où elle est, à la permettre de dire qu'est-ce qu'elle veut atteindre et découper en tâches pour qu'elle avance et qu'elle arrive à regarder en arrière: «Ah, j'étais capable de faire ça. Ah, je me suis, dépassé» et petit à petit, elle à force de faire, elle se rend compte de son pouvoir d'apprentissage, de pouvoir d'apprendre et ce pouvoir d'apprendre, pour moi, ça permet de transformation. L'éducation, ça permet la transformation et ça se fait avec des efforts, mais des efforts contenu ou bien calculé en fonction des compétences de la personne et de l'effort que cela va nécessiter. C'est un arbitrage, on va dire. Qu'est-ce c'est que vous ça, en pensez? c'est parfait. Alors moi, si je pouvais, moi, il y a quelque chose que je recommande à tout le monde, Mmh. vraiment, c'est de regarder avec beaucoup d'attention le dessin animé Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, c'est-à-dire pourquoi? Mais je Pourquoi? je 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 trouve que, dans ce support qui est par ailleurs léger, destiné aux enfants et ainsi de suite, Mmh. il y a plein de choses, plein de choses, plein de réflexions, heu, qui, si on s'y arrête un peu et qu'on prend le temps d'y réfléchir, sont extrêmement porteuses. Mmh. Il y a déjà le fait qu'effectivement, on va pas entraîner, un tigre au kung-fu comme on entraîne un panda au kung-fu. Mmh. Chacun a besoin de sa voix, chacun a besoin de l'apprentissage qui lui correspond, heu et je crois le moment le plus fort du dessin animé, je veux pas spoiler, hein, mais c'est quand, Kung Fu Panda découvre quel est l'ingrédient secret de la soupe à l'ingrédient secret. OK. Et alors bouchez-vous les oreilles, si vous voulez pas entendre le truc, mais l'ingrédient secret de la soupe à l'ingrédient secret, c'est rien du tout. Parce que pour quelque chose soit vraiment spécial, il n'y a pas besoin que ce soit réellement spécial, il suffit de croire que c'est spécial. Et il y a plein de contextes où on peut être amené à croire qu'on n'est pas à la hauteur des choses et qu'on ne vaut pas les choses et qu'on aurait besoin d'un ingrédient secret pour soi. Mmh. Et je crois que la bienveillance du regard qu'on porte sur soi, c'est le seul ingrédient secret dont on a besoin. Mmh. Et c'est ce qu'on C'est fait beaucoup en médiation introspective. On emmène les gens, finalement, à se parler à eux-mêmes comme ils parleraient à leur meilleur ami. mmh. Ce qu'on omet souvent de faire. Ce qu'on omet souvent de faire, souvent on est beaucoup plus sévère et moins positif avec soi-même qu'on ne le serait avec son ami. Mmh. Et ramener cette posture, de se dire: «Mais finalement oui, je le vaux, ouais, je Mmh. suis pas si mauvais que ça, oui, je pen» mais vraiment, allez voir Kung Fu Panda. Mmh.
Et moi, ça me fait penser à un peu, arrêter l'effet golem, passer à l'effet Pygmalion, dans le côté Oui, il y a un positif peu de quoi, ça, ouais. envers Ouais. soi-même et hem, est-ce que vous auriez une question, vous, pour clore notre échange? Moi, Ou q la ouais. question que j'ai envie de poser, c'est: qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour changer le monde? Mmh. Sur cette excellente question, je propose qu'on s'arrête à là pour aujourd'hui et de terminer ce live. Hem, je tiens à prendre un petit temps pour vous remercier, Hervé, d'avoir accepté l'invitation, d'avoir échangé ensemble. J'ai bien Avec plaisir. apprécié et je vous laisse quelques mots de la fin et je couperai le live. La parole est à vous. Quelques mots de la fin, c'est beaucoup, c'est énorme. Hem, je pense que alors j'ai déjà parlé de ces 2 mensonges qui sont, vite et faciles. Je crois qu'aujourd'hui, il y a aussi un mal qui frappe beaucoup de gens, c'est l'isolement, la solitude. Mmh. Tout un tas de données, sociologiques et de psychologie sociale montrent que globalement les gens sont prêts à aider leurs prochains. Mmh. Ne restez pas seul. Mmh. Si vous êtes un coach qui se lance, si vous êtes qui que vous soyez dans votre activité professionnelle, ne restez pas seul, cherchez de l'aide, tournez-vous vers les autres. Je suis sûr que dans la majorité des situations, vous croiserez des gens qui sont prêts à vous aider, dans les meilleures conditions possibles. Voilà, Mmh. Merci, Hervé et je avec plaisir. rajouterai un numéro, le 31 14. Vraiment le numéro, si on a besoin d'aide, 31 14. Eux, ils auront forcément quelqu'un à qui nous diriger pour, apporter une aide. Ouais. Merci à tous Merci pour avoir beaucoup. suivi et je vous souhaite à très bientôt pour un nouvel épisode de Bric-à-brac d'idées. Si vous aimez, pensez à vous abonner et je vous dis à très bientôt. André Hervé, bonne journée, à très bientôt. À très bientôt, merci. Hop, je coupe le live.